deux multinationales tentent de faire main basse sur le business des animaux de compagnie, de la croquette jusqu'aux cliniques vétérinaires. Mon indépendance n'a pas de prix, avec comme seul indicateur l'animal, son bien-être et qu'est-ce qui est de mieux pour lui. Allez. Ouais. Super, Teddy, oui, bonsoir. Nos amis les bêtes, c'est sacré en France, on les aime, on les bichonne. Et écoutez bien, il y a plus de chiens, de chats et de poissons que d'êtres humains en France. Chouchouté, gâté, cajolé. Eh ben, j'ai fait des courses pour vous, les filles. Allez bien manger ce soir. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos animaux de compagnie? Les multinationales de l'alimentation que nous connaissons tous l'ont parfaitement compris. Ce nouveau marché est une manne. Des fabricants de croquettes jusqu'aux cliniques vétérinaires, les géants de l'industrie rachètent à tour de bras. Dernièrement, l'une de ces bêtes s'est mise à se gratter anormalement. Cela pourrait être le symptôme d'une maladie chronique courante chez cette race et dont le dépistage nécessite de coûteux examens. Pour que nous puissions comparer, Sandrine a pris rendez-vous dans 3 cliniques de la même région. Les 2 établissements les plus chers ont un point commun. Ils ont été rachetés par des financiers qui, depuis 2018, investissent en masse dans le secteur vétérinaire. Parmi ces sociétés qui misent sur la santé animale, il y a d'abord IVC Evidensia, le leader du marché, avec plus de 250 cliniques. Et son challenger, Anicura, qui détient près de 30 centres de soins. Derrière ces noms méconnus, 2 géants de l'agroalimentaire, poids lourds de l'alimentation animale. Nestlé, qui détient 20% des parts d'IVC Evidensia, et le groupe Mars, propriétaire d'Anicura. À eux deux, ils emploient plus de 1500 vétérinaires en France. Sur les réseaux sociaux, nombre de ces professionnels se plaignent des hausses de tarifs qu'ils seraient contraints d'appliquer. Objectif de vente à réaliser, plus de choix dans les délivrances, augmentation brutale des tarifs. Ces groupes, ce ne sont pas des entreprises de bienfaisance. Nous serons définitivement devenus des machines à faire du fric, ce que les clients nous reprochent déjà parfois. Vous savez pourquoi vous êtes là? Pour faire du chiffre et basta. Et demain, ce sera la règle. Nous avons contacté des dizaines de ces vétérinaires mécontents. Peu acceptent d'évoquer le sujet. Ouais, non, c'est dangereux pour moi de parler plus à ce stade où nous sommes. Ah, carrément. Oui, voilà, j'en dirai pas plus. Pour être franc, j'ai un petit peu peur aussi des conséquences que ça peut avoir, parce que si jamais, admettons, je dois rechercher dans d'autres cliniques un jour, j'ai pas envie d'être blacklisté. Selon cette vétérinaire qui témoigne anonymement, les tarifs de la clinique où elle exerçait auraient augmenté après son rachat. Alors, dans mon cas, oui, il y a eu une augmentation de prix. Quel ordre? 20-30%. Et c'était justifié? De mon sens, non. S'ils mettent autant d'argent dans une clinique vétérinaire, c'est parce qu'ils veulent en rapporter le double, voire le triple. Et ça peut être justement au détriment de certains animaux, de certains propriétaires. Ce que j'ai perdu, c'est la liberté de pouvoir donner les meilleurs soins aux animaux. Les salariés, les vétérinaires salariés sont évalués sur le chiffre d'affaires qu'ils rendent. On a des sanctions, il y a des avertissements. Si on n'adhère pas aux pratiques édictées par la direction. Vous devez plus faire ça, il faut facturer de telle manière. Les animaux n'ont pas le droit d'avoir de couverture parce que ça coûte trop cher, sinon il faut les laver. Il faut utiliser plutôt tel produit, il faut utiliser tel protocole. C'était très... Une quête de rentabilité qui, selon elle, aboutirait parfois au pire. Les personnes qui prennent les décisions ne sont pas des personnes du milieu vétérinaire, ne sont pas vétérinaires et n'ont pas la connaissance de ce milieu-là.
À force de tout standardiser, on oublie que nous, au quotidien, on est face à des animaux, on est face à des êtres vivants. Notre métier, c'est justement de pouvoir s'adapter à chaque situation. Quand on est dans un groupe, on n'a pas cette latitude. C'est noir ou blanc. Les propriétaires ont l'argent tout de suite comme il faut et l'animal peut être opéré. S'il ne l'a pas, il faut soit proposer une euthanasie, soit ne pas proposer de soins. Contactée, la clinique où elle travaillait n'a pas souhaité répondre à nos questions. La pression du chiffre d'affaires, les objectifs financiers, le docteur Vincent Pierson les aurait subis pendant 2 ans. Ok, à l'attaque. Ce chirurgien a finalement claqué la porte de la clinique où il était salarié pour monter son propre établissement. T'as un sac péricardique, donc t'as son petit cœur et le cœur est juste derrière le truc qui bat derrière. Avant le rachat par Annie, il pratiquait en moyenne 4 opérations par jour. Selon lui, la nouvelle direction lui aurait imposé, ainsi qu'à ses collègues, d'augmenter la cadence. Un rythme qui l'épuisait et dont il s'était ému auprès de sa hiérarchie. Je suis surpris que vous mettiez en évidence un nombre de chirurgies à faire par jour, 8 chirurgies par jour. Donc l'objectif est donc posé, doubler le nombre de chirurgies réalisées actuellement. Je suis à bout depuis plusieurs mois, vos objectifs sont non atteignables et ne me permettent pas de voir un horizon serein. Je suis noyé par l'activité, vous êtes au courant et vous en demandez encore plus. Il reçoit alors cette réponse de sa direction. En sachant qu'un chirurgien avec 2 auxiliaires spécialisés vétérinaires peut opérer jusqu'à 8 chirurgies majeures par jour selon d'autres cliniques et les retours d'autres chirurgiens seniors, nous sommes surpris de votre demande. Cependant, le planning peut être organisé selon vos desiderata en adéquation avec votre mode de travail, soit 2 chirurgies programmées par jour. Ainsi, vous disposerez de créneaux pour vous adapter aux urgences et autres soins chirurgicaux. En lisant les propos, on pourrait vraiment croire que je suis un tir au flanc. Et à partir du moment où on charge la mule et qu'on doit en faire de plus en plus dans le moins de temps possible, à un moment donné, on se retrouve à prendre des risques peut-être pas souhaitables pour les animaux. Pour Vincent Pierson, le rachat de la clinique a bouleversé sa pratique vétérinaire. Le gros problème de l'arrivée de ces groupements est, selon moi, l'injection d'énormes sommes d'argent dans le circuit vétérinaire français. Et on peut espérer croire que ce soit pour augmenter la qualité de soins des animaux au quotidien, en étant à l'intérieur d'une structure pendant plusieurs années. Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai vu dans la structure précédente pourrait être les prémices de cette valorisation, de cet animal-objet finalement qui n'est qu'un produit à rentabiliser. De son côté, l'établissement mis en cause dit profiter de l'expertise d'Annie Cura qui leur apporte un soutien dans la gestion quotidienne de la clinique, tout en conservant leur indépendance dans leur pratique médicale vétérinaire, condition sine qua non à la prescription raisonnée des soins aux malades et à l'épanouissement des vétérinaires et ASV qui y travaillent. Contacté, le service de presse du groupe Annie Cura nous répond que leurs vétérinaires sont pleinement engagés en faveur du développement d'une médecine animale de pointe et de proximité. Le groupement n'a pas souhaité répondre à nos questions car une procédure judiciaire est en cours suite à la radiation de certaines de ces cliniques par le Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Seul interlocuteur qui accepte de nous recevoir, le président du syndicat qui fédère les plus importants groupes de cliniques. On va vous passer le micro si vous voulez bien vous asseoir. Il nie toute interférence financière dans le travail des vétérinaires. Le vétérinaire pose son diagnostic et applique ses soins en toute indépendance médicale. Et les groupes respectent cette indépendance médicale. Elle est garantie par le code de déontologie, c'est le premier article. Et vraiment, les groupes respectent la loi, ils s'y conforment
le plus strictement possible. Quant aux hausses de tarifs constatées après des rachats de cliniques, le syndicat invoque l'inflation et la flambée des prix de l'énergie et rappelle que la santé animale est un secteur commercial. Le secteur privé, ce sont des entreprises. L'essence même de l'entreprise est d'être rentable et de pouvoir dégager des bénéfices. Sinon, il faut choisir un autre mode d'exercice qui est tout à fait louable, mais ce n'est pas le cas de la médecine vétérinaire en France. À partir du moment où des gens s'associent dans un projet d'entreprise, ils veulent en retirer des bénéfices. C'est tout à fait légitime et ils en retirent des bénéfices à la hauteur des risques qu'ils prennent. Parmi ces groupements en plein essor, IVC Evidensia, le groupe dans lequel a investi Nestlé, a racheté 160 cliniques en 2022. Et il aurait bien aimé mettre la main sur celle-ci, à Nice. Scarlett, c'est à toi. La belle Scarlett. À sa tête, Nicolas Martinez, vétérinaire depuis 17 ans. Comment vous la trouvez depuis l'intervention? Depuis hier. Au fil des années, il a su se créer une patientèle fidèle en essayant de ne pas pousser à la dépense. En fait, ça fait 3 jours. Elle marche plus, elle mange plus. Et je disais hier, elle a bavé, mais abondamment. Vraiment. D'accord. Pour moi, il y a un gros souci. D'accord. Et puis elles ont... Sur un petit animal comme cette tortue, une intervention chirurgicale peut coûter jusqu'à 400 €. La coloration sur la carapace qui est un petit peu rouge ici, là, Oui, oui. est-ce que vous l'aviez déjà remarqué? Oui, Ok, oui, d'accord. oui. Ça peut être un signe de quoi? Ça peut être un signe d'infection, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà lui faire une radio. Une radio à 63 € va permettre de sérieuses économies à la propriétaire. On est vite embêté par la carapace, qui nous bloque beaucoup de choses. Et on ne peut pas faire de médecine des reptiles bien sans radiographie. Là, c'est la radio de votre tortue. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des œufs. Ouais. Elle a tout ça. Oui. Et qu'est-ce que vous voyez de particulier? J'en vois un qui est bloqué ici, Voilà. qui sort Qui est pas. engagé sur la sortie et qui sort pas. D'accord. Donc l'erreur, ça serait là tout de suite de vous dire, Madame Ferraud, il faut l'opérer. Non. Donc maintenant, on va réfléchir. Le vétérinaire ne veut pas opérer l'animal, bien que la chirurgie soit plus rentable pour lui. On opère quand il faut opérer. Mais là, aujourd'hui, ce serait dommage pour la tortue de l'opérer. Si on peut la sortir de là uniquement avec du médical, des choses simples, c'est toujours mieux pour le propriétaire, pour la tortue, pour tout le monde, quoi. Voilà. Même si pour nous, vétérinaires, plus valorisant. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus intéressant d'aller faire... Et financièrement? Et financièrement aussi, bien sûr. Mais il faut l'enlever de l'esprit. Il préfère un traitement hormonal, par exemple, moins coûteux. Se retrouve en compétition. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Je le vénère. C'est mon bobologue favori. Voilà. L'année dernière, avec son associé, T'as 2 minutes? Vincent Martinez a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Des performances qui ont aiguisé l'appétit du groupe IVC Evidensia. Pendant des mois, les 2 hommes ont reçu des dizaines de mails leur proposant de racheter leur clinique. J'ai le plaisir de reprendre contact avec vous. Je me permets de revenir vers vous. Nous proposons aux vétérinaires un rapprochement leur permettant de bénéficier de nombreux services supports. On leur a dit non, après sans jeu de mots, on ferme la porte, ils rentrent par la fenêtre. Ils essaient toujours de trouver un moyen de nous atteindre. Donc, à chaque fois, les promesses sont les mêmes. Les décharger des tâches administratives pour qu'ils puissent se concentrer exclusivement sur les soins aux animaux. Notre groupe propose aux vétérinaires un rapprochement leur permettant de bénéficier de nombreux services supports. Recrutement, formation, administratif, marketing et communication. Tout en conservant un fort degré d'autonomie dans la gestion de la clinique. Par curiosité, les 2 hommes finissent par accepter un rendez-vous. Le directeur d'IVC Evidensia France se présente en personne. il est venu, il a présenté donc sa structure, ce qu'il voulait faire. Il était séduit par l'idée de nous racheter. Voilà. Mais l'entrevue tourne court. À la simple question, quand j'ai posé elle est où la dépendance là-dedans, et qu'on me répond c'est une indépendance somme toute relative, point. Voilà, je veux dire, le débat s'est arrêté là. Je ne suis pas allé plus loin. J'ai pas eu envie d'aller plus loin parce que finalement ça concernait pas, c'est pas ma vision du métier.
Les négociations ont été rompues avant toute proposition financière. Contacté, le groupe IVC Evidensia affirme que les vétérinaires qui choisissent de rejoindre le réseau conservent leur indépendance en termes de diagnostic, de soins et de prescription. Evidensia soutient les cliniques en leur fournissant des analyses et des recommandations tarifaires que les vétérinaires peuvent décider de suivre ou non. pendant ce temps-là, la tortue a pondu ses œufs. L'animal est sauvé à moindre coût. Mon indépendance n'a pas de prix. Voilà, pour moi, la médecine vétérinaire ne peut se faire, à mes yeux en tout cas, de manière complètement indépendante, avec comme seul indicateur l'animal, son bien-être et qu'est-ce qui est de mieux pour lui. Voilà, c'est que ça. Jacques Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu le patron des vétos en France, président du Conseil de l'Ordre. Vous en pensez quoi, vous, de l'arrivée de ces grands groupes qui rachètent peu à peu les cliniques vétérinaires en France ? Vous savez, l'Ordre des vétérinaires n'a pas de jugement de valeur sur l'arrivée de ces groupes. Ce qu'il veut, c'est que si votre animal rentre pour être soigné, le vétérinaire doit pouvoir décider, notamment, des diagnostics complémentaires d'imagerie, de biologie qui doivent être faits dans l'intérêt de l'animal et non pas se voir imposer des critères liés à la rentabilité de chaque vétérinaire. Vous avez peur en gros qu'on leur mette des quotas, quoi. Faites tant de radio, faites tant d'IRM, faites tant de ci, tant de ça, parce qu'à la fin du mois on a besoin de cet argent. Voilà, enfin, c'est clairement l'idée que l'intérêt de l'animal doit primer. Oui. La profession vétérinaire ne s'exerce pas comme un commerce et donc c'est pour ça qu'il est important qu'ils gardent la maîtrise des décisions et de la gouvernance de leur société. Vous avez l'impression que dans certaines cliniques vétérinaires aujourd'hui, c'est plus les vétérinaires qui prennent les décisions, ce sont les financiers qui prennent les décisions, on est d'accord. Mais alors là, ça veut dire que vous, carrément, vous engagez un bras de fer juridique. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous espérez au final? Mais depuis 2018, finalement, nous avons d'abord alerté les vétérinaires en leur disant votre montage n'est pas conforme selon notre interprétation au texte. Oui. Nous leur avons laissé un laps de temps pour s'organiser. Au bout de ce laps de temps, comme il ne s'est rien passé, nous sommes rentrés dans un processus de radiation administrative. Et après, maintenant, on est au Conseil d'État. Mais radiation, ça veut dire que vous dites, si vous ne respectez pas la déontologie des vétérinaires, nous, Conseil de l'Ordre, on vous radie. Et oui, ça fait partie des prérogatives du Conseil de l'Ordre. Ce que l'on leur dit, c'est attendez, vous avez un texte, vous avez un règlement, respectez-le. Et s'il est tel qu'il est, ce règlement-là, c'est pour protéger votre indépendance et votre capacité à décider indépendamment des intérêts financiers qui vous sont liés. Alors, très franchement, ça peut vous inquiéter, vous, Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Ça peut aussi inquiéter, je pense, pas mal de Français qui ont tout simplement des chiens, des chats. Et pour se rendre compte un peu de ce qui pourrait se passer en France dans les années à venir, il suffit de se rendre au Royaume-Uni. Là-bas, vous allez le voir, les grands groupes ont racheté encore plus de cliniques vétérinaires. Résultat, des soins plus chers, des maîtres et des maîtresses qui n'arrivent plus à suivre et des animaux abandonnés qui se retrouvent dans des refuges. Nick Warren et Andrew Taylor dirigent un cabinet de conseil spécialisé dans le respect de la concurrence. En 2018, ils ont recensé les propriétaires de toutes les cliniques vétérinaires du pays. Un travail minutieux qui a mis en évidence la transformation du secteur et la présence majoritaire d'un acteur en particulier. 54 des 400 collectivités territoriales que compte le Royaume-Uni sont des secteurs à forte concentration, où IVC détient une grande partie des cliniques vétérinaires. Sur cette carte, chaque centre de soins appartenant à IVC Evidensia est indiqué par une étoile. Prenons comme exemple Hastings, sur la côte sud de l'Angleterre. Vous voyez dans cette zone, y compris cette partie à l'ouest d'Hastings, il y a 9 cliniques vétérinaires et 6 d'entre elles sont la propriété d'IVC. Il n'y a plus d'indépendants ? Non, il ne reste plus une seule clinique indépendante dans ce secteur. Toutes appartiennent à des groupes et pour plus de la moitié à IVC. Aujourd'hui, 5 ans après cette première étude, le groupe IVC Evidensia possède plus de 1000 centres vétérinaires, soit 1 sur 5 à l'échelle du pays. Si IVC détient la plupart des cliniques vétérinaires dans ces zones, c'est plus simple pour eux d'augmenter les prix, car les gens ont moins de choix. C'est plus compliqué de consulter ailleurs. Contacté, au Royaume-Uni comme en France,
IVC Evidensia affirme que ces vétérinaires peuvent décider de suivre ou non les recommandations tarifaires du groupe. Un argument qui n'a visiblement pas convaincu toute la presse britannique. Beaucoup d'articles expliquent que des grosses entreprises ont acheté des cabinets vétérinaires dans certaines zones du Royaume-Uni. Et c'est pourquoi les prix ont augmenté pour les clients et qu'ils vont continuer de payer de plus en plus cher. En novembre dernier, l'autorité de la concurrence et des marchés s'est saisie à son tour de la question des cliniques vétérinaires. L'autorité de la concurrence et des marchés continue de recevoir des plaintes concernant des prix plus élevés ou des services de qualité inférieure en raison du trop grand nombre de cabinets vétérinaires dans la même région sous le contrôle d'une seule entreprise. Ces conclusions sont attendues pour la fin du mois de juin. Dans un récent rapport, l'Association britannique des vétérinaires Au revoir, à bientôt. affirme que plus d'un animal de compagnie sur 5 ne reçoit pas de soins essentiels pour des raisons financières. Vous allez voir que l'appétit des multinationales de l'alimentation animale ne s'arrête pas là. Après le rachat de nombreuses cliniques, elles s'intéressent désormais au secteur des pompes funèbres. En fait, elles aimeraient contrôler toute la chaîne, de la gamelle jusqu'à la tombe. Mais il existe un lieu protégé que les multinationales ne sont pas prêtes de racheter. C'est à Asnières, près de Paris. À notre bébé chéri Kiki. Nous ne t'oublierons jamais. Voici l'un des tout premiers cimetières canins au monde. Il date de 1899, une époque où le droit des animaux était encore une notion balbutiante. Tendresse, ah ça c'est mignon. 1986-1999. Ce lieu historique attire même des visiteurs. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je viens de me balader un peu là dans les allées. Quand on voit les tombes, quand on voit les statues, les photos des chiens, des chats, je sais pas, vos premières réactions, ça a été quoi pour vous? C'est très émouvant. Vraiment, c'est pour qu'il y a des chiens en tout cas, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot que émouvant. On est saisi un peu, hein? Oui. Et rassuré aussi de voir que les animaux, il y en a qui étaient bien traités parce que malheureusement dans le monde actuel c'est pas toujours le cas et là au moins ça prend tout son sens. C'est la première fois que vous visitez ce cimetière et vous en pensez quoi alors? Moi je suis ravie, je trouve que devrait y en avoir un peu plus partout et peut-être que grâce à ça on s'occupera mieux aussi des animaux. Oui. Je pense que c'est vraiment une évolution dans le traitement de l'animal. Ouais, c'est symbolique. Ah, tout à fait. Et ça veut dire quelque chose de la manière dont nous, humains, percevons les animaux. Ah, tout à fait. Je pense que c'est grandir l'être humain que de laisser la place à nos animaux morts. Et peut-être que je viendrai enterrer mon chat ici. On vous le souhaite le plus tard possible. Ah oui, on est d'accord. Hein? Oui, nos bêtes à chagrin, comme on dit. Oui. Eh oui, parce qu'on pleurera forcément un jour. Voilà. Merci. 120 ans après la création de ce cimetière, le statut de l'animal a considérablement évolué. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Envoyé spécial, émission spéciale, vous l'avez compris, consacrée aux animaux. Tous nos reportages sont disponibles sur notre site internet franceinfo.fr, rubrique magazine. On reste bien sûr en contact sur les réseaux sociaux et les amoureux des animaux aiment les réseaux sociaux. Dans un instant, c'est complément d'enquête avec Tristan Walex. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci, bonsoir.